sujet, c'est un dispositif juridique qui s'appelle association foncière pastorale. Donc c'est un outil qu'on essaye de mettre en place dans le Morvan, alors qu'il n'a jamais utilisé, bien qu'il existe depuis plus d'une cinquantaine d'années, qui est un outil qui doit permettre de faciliter l'accès à du foncier à des éleveurs. Nous, l'idée de créer des associations foncières pastorales nous est venue suite à un incendie, bien sûr, où il y a eu d'importants dégâts et surtout une population qui a pris peur et qui a dit qu'il fallait faire quelque chose. Et à force de chercher comment on pouvait réunir des propriétaires pour pouvoir créer une unité autour peut-être de hameaux ou autre, ça a été l'association foncière pastorale libre qui a été retenue, mais ça ne suffit pas si à côté de ça on ne va pas chercher aussi des éleveurs. Et en même temps qu'on crée l'association foncière pastorale, on crée l'association d'éleveurs. Les associations foncières pastorales libres que l'on a décidé de créer sont jamais qu'un outil au service d'une politique de reconquête des espaces embroussaillés qu'on a décidé de mener. On est à 23 associations foncières pastorales, libres, j'insiste. En fait, on préfère convaincre que contraindre. Et l'idée, c'est de regrouper du parcellaire privé. Il peut y avoir du public aussi, on a des communaux, on a des parcelles qui peuvent appartenir aux collectivités, que ce soit municipalités ou départements. Mais majoritairement, on a des parcelles privées que l'on propose de regrouper en association foncière pastorale et qui sont mises à disposition de l'élevage, soit d'éleveurs locaux qui ont besoin de conforter leur installation, soit d'accueillir des éleveurs qui ne sont pas de la commune. C'est du gagnant-gagnant. Les propriétaires fonciers ont des terres, des parcelles qui sont entretenues et en plus ils participent au bien commun et enfin à l'intérêt général. Et je crois que voilà, rien que ça mérite largement qu'on s'y attarde et qu'on soutienne cette action. Et pourquoi on a choisi l'AFP Libre? Parce que dans le Lot, comme je pense dans de nombreux départements, nous avons une propriété foncière très morcelée. L'idée de la libre création, ça allège pas mal de tâches administratives. Et ensuite, l'autre enjeu de l'AFP Libre, bon, qui pourrait être fait aussi avec l'AFP autorisé, mais l'autorisé on contraint. Là, c'était basé sur un engagement volontaire des propriétaires. C'est justement le fil conducteur de l'animation pour mobiliser ces propriétaires fonciers. La force aussi de nos AFP, c'est qu'on s'appuie sur les propriétaires, des élus. Enfin, il y a toute une méthodologie d'accompagnement qui est là pour que ce soit un vrai projet de territoire. Depuis plus de 20 ans, le département, le conseil général et le département a fait le choix de partir à la reconquête des espaces embroussaillés, de se donner les moyens et d'aller chercher les moyens pour participer justement alors à la préservation de la biodiversité dont l'humain fait partie. Et donc je veux parler de là notamment de la question du risque incendie, donc, et puis de la préservation de nos patrimoines naturels, paysagers, bâtis qui font l'attractivité de ce département. Il y a des gens pour lesquels l'intérêt, ça va être surtout de voir revenir de l'activité agricole qui a disparu dans la vallée, ils y étaient habitués. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à l'idée de biodiversité. Et puis il y en a d'autres, de plus en plus nombreux avec le dérèglement climatique, qui vont penser qu'il y a un risque à incendie et que les animaux, ça va permettre de limiter l'embroussaillement, donc de retarder le feu. Après, dans la réalité, il y a aussi des craintes parce qu'on est avec la structure foncière. Et les craintes, ça peut être que des murets puissent être abîmés, ou ça peut être, notamment pour les gens qui chassent, qu'il y ait des clôtures partout. Donc la chance qu'on a eue ici, c'est qu'on est avec des éleveurs qui font du gardiennage. Donc en fait, très honnêtement, l'adhésion, elle a été rapide. Et en pourcentage, elle a été massive. Il y a quelques personnes qui n'ont pas voulu adhérer, ben voilà, c'est leur choix. Il y a d'autres personnes qui ont été un petit peu hésitantes au départ, elles ont dit je vais voir, mais elles ont donné l'autorisation de pâturer sans être formellement adhérentes, et ça c'est l'essentiel. Et à la fin, on a un bloc cohérent, on a plusieurs centaines d'hectares, et on peut donc accueillir plusieurs troupeaux.
Entrer dans une AFP, ça veut dire d'un côté que chaque propriétaire garde le droit de chasse, le droit de ramasser son bois, etc. Mais de l'autre côté, il accepte de mettre un minimum en commun parce qu'un éleveur intéressé, ou un GAEC au départ, si on leur dit il y a une association avec laquelle vous pouvez signer et il y aura quelques centaines d'hectares disponibles, ça se discute. Si vous leur dites vous avez quelques dizaines de parcelles, vous avez 80 propriétaires, dont certains dont on n'a plus l'adresse courriel, etc., ça ne va pas les intéresser. Donc toute la force de l'AFP, c'est d'être un intermédiaire. Dans les autres documents qui permettent de gérer le pâturage, on retrouve le plan de gestion éco-pastorale, qui se base donc sur plusieurs sciences. La conduite agricole d'élevage sur le côté pastoral, mais aussi des inventaires naturalistes. Ce qui permet de faire ces suivis, c'est déjà un inventaire d'état des lieux, en fait, sur les parcelles qui sont identifiées pour être pâturées. Donc ça va être de l'identification en fait, de typologie d'espace, donc de cortège de végétation, d'espèces d'intérêt communautaire qui pourraient être présentes. Et donc en fait, en fonction de ces données naturalistes, de ces données végétales ou animales, on va ensuite adapter le pâturage en fonction de ces enjeux-là. L'idée du département, c'était de dire « Ok, on va faire un plan de gestion, mais on va lui donner un peu d'ambition, d'autant plus que ces milieux-là, ils sont porteurs souvent d'une biodiversité. On s'est retrouvé avec des animateurs qui, comme Colline aujourd'hui, qui participent au montage des AFP et qui les accompagnent au niveau de l'animation. On avait des naturalistes qui, eux, arrivaient en disant il y a des papillons, il y a des insectes, il y a des plantes, il y a des machins. Et puis il y avait moi, qui avec ma mission pastoralisme, en disant il y a des ressources à aller mobiliser qui peuvent servir à l'alimentation des troupeaux, qui peuvent fournir des menus variés, voilà, aux animaux. Et puis évidemment il y a des éleveurs qui eux aussi ont une ferme, ils ont une entreprise, ils ont des animaux, ils ont un mode de fonctionnement qui est souvent en place. Et donc on leur dit ok, vous pouvez avoir des terrains supplémentaires. On va en discuter. Par contre, il y aura un petit cahier des charges et l'idée, c'est pas à contraindre, mais c'est comment on apprend à construire un plan de gestion ensemble, à plusieurs. Alors que vous êtes éleveur, alors que vous êtes naturaliste, alors que moi je suis pastoraliste, alors qu'il y a des animateurs, alors qu'il y a des élus, il y a des propriétaires, enfin voilà, on est dans le compromis. Après, il y a du multi-usage aussi, il y a des chasseurs, il y a des propriétaires qui peuvent dire non, moi l'été, moi je suis en vacances, vous voyez mes terrains, moi je veux pas d'animaux parce que ça fait des mouches l'été, donc l'été il n'y aura pas de bêtes. Moi je fais un diagnostic élevage avec les éleveurs qui sont pressentis, une fois qu'on a à peu près identifié les éleveurs qui sont d'accord pour venir. Je fais un diagnostic pastoral sur les parcelles, les naturalistes font un diagnostic écologique, on se met autour de la table, on discute, on commence à préfigurer quelles peuvent être les pratiques. Et après, on voit avec les éleveurs, en tenant compte des objectifs écologiques, des objectifs du système d'élevage, des objectifs par rapport à la végétation, et on met en place la pratique qui est censée répondre à ces objectifs. Il faut savoir que les associations foncières pastorales contractualisent ce qu'on appelle une convention pluriannuelle d'exploitation, qui est en fait une convention d'exploitation entre l'AFP, au titre de l'ensemble des propriétaires, donc au titre de cette association syndicale de propriétaires, entre l'association d'éleveurs ou les éleveurs individuels, une convention qui s'étale sur 5 ans. 5 ans, pourquoi ? Parce que ça correspond en fait aux durées de mesures agro-environnementales, et c'est ce qui permettait aussi de justifier auprès de ces mesures l'exploitation de ces parcelles. Alors donc Fabrice et Elise, ma compagne, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc je suis installé sur le plateau de Mille Vaches à Touavian, centre du PNR. Donc je travaille aussi avec le PNR de Mille Vaches. On est en transhumance hivernale ou inversée à Espagnac Saint-Oli depuis 2021. Alors moi je suis David Sabraza, je suis installé à 20 km d'ici avec ma compagne, on s'est installé, ça fait bientôt 20 ans. Et donc nous on a beaucoup travaillé sur le pâturage des chèvres depuis qu'on est installé, de plus en plus. Jusqu'à arriver à quasi du pâturage intégral avec les chèvres. Et donc il y a quelques années, je crois il y a 4 ans, on a croisé Fabrice et Elise dans un sommet une rencontre d'éleveurs pastoral. Et moi je les connaissais pas, et en discutant ils nous disaient nous on vient transhumer dans le Lot, dans la vallée du Célé. Et en suivant, ils nous ont rappelé
en nous demandant si on voulait les rejoindre sur Espagnac. Donc quand ils nous ont proposé ça, bon, on s'est dit c'est une occasion qu'on ne peut pas louper parce que ça nous travaillait depuis un petit moment de faire une transhumance et de sortir aussi de chez nous et puis d'essayer de continuer dans ce système de pâturage intégral sur des espaces naturels. Alors on est arrivé donc avec Lise quand on a cherché à faire une transhumance hivernale parce qu'on avait un hiver très pluvieux sur le plateau de 1000 vaches et on voulait mettre nos brebis le plus facilement dehors en plein air intégral. On avait fait le choix de mettre la moitié du troupeau. Et comme ça s'est bien passé la première année, en 2022, on est venu avec les 300 brebis, la suite, voilà. Et on est allongé tous les ans pendant la longueur d'hivernage, ce qui fait que maintenant on est là du 10 janvier au 25-30 mars en général. 300-400 hectares de parcours à entretenir. Alors soit en adhésion, soit en droit de pâturage, soit les gens nous laissent passer en plus pour les sous-bois parce qu'ils se rendent compte qu'au fil des ans, le fait de passer brebis, ça améliore leur terrain à cette époque de l'année, quoi. On est berger de métier, donc on a des parcs de nuit en fil électrique. Ensuite, on n'a pas besoin de clôture à proprement dit tous les jours, quoi. Les brebis et les chèvres ne mangent pas forcément la même chose, donc on est complémentaires. Et depuis donc 2 ans maintenant, David et Agnès préfèrent venir à l'automne. Donc en fait, ils pâturent une partie de l'AFP, donc de 15 octobre, 15 janvier à peu près, 15 novembre, 15 janvier. 15 novembre, 15 janvier. Ouais. Voilà, et nous on arrive 15 janvier, et ben on y gagne qu'en fait chez nous elle sera en train de manger du foin, il faudra démarrer le tracteur tous les jours, alors que là on n'a pas de frais de mécanisation aucun. Et puis alors ce qui n'est pas comptabilisable visuellement, c'est que le parasitisme, il n'y a aucun parasitisme ici parce que les brebis elles sont sur des terrains qui sont peu pâturés à part nous. C'est la même chose sur les chèvres, on a constaté que vu la diversité alimentaire qu'elles trouvent sur les lieux, en fait ça leur apporte un bénéfice au niveau santé qui est énorme. Donc nous sommes au cœur d'un site de pelouse sèche avec des enjeux vraiment milieu ouvert et papillons, damier de la Sucise et azuré du serpolet. Donc on travaille aussi avec les naturalistes et les experts pastoraux. C'est vraiment rentrer dans l'observation de l'interaction entre l'homme, l'animal et la végétation et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et après c'est du pilotage du pâturage et des fois des mises en défense. Mais comme on travaille à des échelles plus importantes et pas au niveau parcellaire, mais en fait ça change un peu l'appropriation de ces enjeux biodiversité. Le site du Mont-Saint-Cyr, suite à la validation de notre schéma départemental des espaces naturels sensibles, fait partie des premiers sites sur lesquels on a voulu donc retravailler justement nos modalités de partenariat avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que là, on va déployer à la lumière du schéma départemental ce que l'on appelle des contrats de gestion de site qui vont vraiment engager les collectivités en premier lieu, mais aussi l'ensemble des acteurs autour de ces objectifs communs. Là, vous avez une petite carte qui présente la zone de l'espace naturel sensible. Elle pourra circuler et vous allez voir, on a démarré par le diagnostic justement biodiversité écologique, mais là vous avez une carte des habitats et des enjeux. Et au final, il y a une zone sur laquelle on a identifié le circaète, donc une zone où on préconisait plutôt de ne pas aller les déranger. Ce qui fait que quand on a démarré la démarche AFP, c'est cette carte qui a permis de dire où on va mobiliser les propriétaires fonciers pour redéployer du pastoralisme. Ce qui fait que le pastoralisme a été déployé sur pas tout à fait la totalité de cet espace qui fait plus de 1000 hectares. Hein. Nous avons mis 2 ans pour vraiment structurer et mettre en place cette association et avec un petit peu du démarchage, du porte-à-porte, sans remettre en cause la propriété foncière. Une gouvernance de proximité et qui est en lien. Nous pouvons dire que les résultats sont visibles. Par contre, ils n'ont pas été visibles la première ni la deuxième année. C'est important de dire ça. On dit qu'il faut 5 ans pour vraiment voir l'impact du pâturage suite aux travaux. C'est sur du temps long et sur de la pérennité de la pratique qu'on participe à réduire justement
la biomasse et les risques de départ de tri. Toutes les occasions sont bonnes pour informer, pour communiquer. Nous sommes plutôt dans des articles de presse, selon l'endroit où pâture le troupeau, des petits mots dans les boîtes aux lettres. Le fait d'informer les gens, de leur raconter ce qui se passe, combien il y a de brebis, quel est le berger ou la bergère, comment s'appelle le chien, de leur proposer de venir faire des photos. Là, maintenant, ça y est, c'est totalement adopté. C'est important qu'il y ait une équipe d'animation qui soit mise à disposition de ces acteurs sur le terrain, mais c'est aussi important en fait qu'ils aient toute leur place pour mener à bien les projets. C'est pour ça qu'on n'intervient que sur des territoires où les communes, avec les acteurs locaux, se sont positionnés volontairement pour porter le projet et s'engager bénévolement dans la mobilisation des propriétaires fonciers sur ces enjeux d'intérêt général et par ricochet aussi des éleveurs qui deviennent partenaires de ces associations foncières. Et puis on en a profité aussi pour inviter des représentants associatifs de la montagne Limousine. Là, on part dans le nord-ouest du massif, où là, l'approche a été faite non pas par les propriétaires, mais par les éleveurs eux-mêmes, avec la réinvention de nouvelles formes de pastoralisme, donc qui permet à des éleveurs de se regrouper et d'aller ensemble investir des terrains publics ou privés qui sont en déprise agricole. La montagne Limousine, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'animation pastorale. Et comme il y avait des éleveurs qui s'installaient avec cette pratique d'itinérance des troupeaux sur le territoire, la création de la Nouvelle-Aquitaine a permis de ramener sur le territoire du Limousin des aides financières européennes sur l'accompagnement pastoral et a permis, par la création de l'association pour le pastoralisme de la montagne Limousine, d'amener de l'ingénierie auprès des éleveurs et travailler tous ensemble pour fournir un service pastoral au territoire. Nous, on est 2 animateurs, coordinateurs, techniciens pastoralistes. Notre rôle, ça va être d'accompagner les éleveurs-éleveuses, les bergers-bergères, tous les propriétaires fonciers et les collectivités territoriales dans cette ingénierie de projet. Il faut des gens à plein temps pour pouvoir monter ces projets-là techniquement et financièrement. Donc nous, on a une expertise de montage de projet. On a une expertise technique aussi sur les thématiques pastorales. On a des compétences en animation de collectif pour tout ce qui est journée d'échange, rencontres techniques. On propose aussi de promouvoir le pastoralisme auprès du grand public. J'insiste sur le fait que les éleveurs se sont vraiment fédérés tout seuls. Les premiers groupements pastoraux, c'était vraiment une volonté d'éleveurs. C'est pour ça aussi que c'est un service pastoral qui marche bien, c'est que ça émane vraiment d'une demande du territoire. Ça a permis, en 7 ans maintenant, de créer une dizaine de groupements pastoraux. Et le groupement pastoral, c'est l'organisation des éleveurs qui s'organisent pour mutualiser leurs troupeaux et mettre ensemble l'itinérance sur le territoire. Ils ont accès à du foncier que des propriétaires mettent à leur disposition par des conventions. Et quelles sont les aménités positives du pastoralisme aujourd'hui? On répond d'abord à se faire que le troupeau puisse se nourrir, à conforter l'exploitation agricole, mais ça apporte au territoire d'autres aménités positives, notamment l'ouverture des paysages, la lutte contre l'incendie, l'animation locale, la gestion de l'eau, et ça amène une dynamique. Et aujourd'hui, quand on regarde qui finance ou qui peut financer ce type de dynamique, c'est clair que c'est la politique agricole, la PAC, qui peut financer les actions agricoles pour les éleveurs, mais dans la plupart des cas, comme on répond à d'autres problématiques territoriales, ça, c'est pas financé aujourd'hui. Je trouve qu'on doit travailler ensemble à réfléchir à des nouvelles modalités de soutien de l'élevage, de soutien de ce mode d'agriculture
pastorale. Cette politique, elle ne peut être menée à bien que si on fait équipe. Et faire équipe, ça veut dire autant la collectivité départementale est là pour une mission de coordination et puis pour amener aussi des financements et aller en chercher. C'est échanger à la fois avec les éleveurs qui viennent pâturer ces espaces, découvrir aussi leur activité, prendre un peu plus conscience aussi de la réalité de leur métier, avec des pratiques qui sont tout à fait vertueuses, contrairement aux idées qu'on pourrait en avoir. Et du coup, c'est aussi l'occasion de renouer, de créer du lien. On joue ensemble, parce que le meilleur à son poste ne sera jamais aussi efficace que si le collectif se regroupe pour se sublimer au service de l'intérêt général. Donc du coup, effectivement, c'est comme ça qu'on travaille vraiment main dans la main, le département, le parc, la chambre d'agriculture, puisqu'en fait, l'intérêt de ces projets, c'est qu'en fait, ils embarquent tout le monde et qu'un habitant, même s'il n'est pas propriétaire, se sent concerné par le projet. On sait qu'aujourd'hui, on a plus de 5000 hectares dans ce département qui sont sous cette forme-là. Alors 5000 hectares, ça paraît beaucoup. À l'échelle du département, c'est peu. Mais c'est 5000 hectares aujourd'hui dont on sait que si le feu arrive, il ne fera que passer et l'année prochaine, il y aura de l'herbe de nouveau. Il n'y aura pas de conséquences sur la biodiversité. Donc oui, il faut qu'on continue à en créer. Il faut qu'on continue à mobiliser des éleveurs. La chose la plus importante quand on veut se lancer dans un projet comme ça, c'est d'abord y croire. Y croire politiquement, c'est-à-dire être sûr qu'on veut le faire aboutir. Parce que au départ, on va se heurter, et on s'est heurté, nous, dans le département, à de l'anti, comme chaque fois qu'on fait de l'innovation. Je crois que la première des choses, c'est aussi cette volonté politique de se dire que c'est un engagement qui va être de tout moment pour les élus. Pour les départements, j'allais dire, c'est presque de nature, mais je dis ça moi, mais je veux pas, mais c'est de nature parce qu'on a le problème de l'aménagement du territoire. On a aussi le financement des SDIS. Et nous, on a fait un calcul qu'on s'est dit que si les SDIS intervenaient un peu moins, on dépenserait un peu moins, qu'on pouvait aussi prévenir. Donc c'est ça la prévention, et prévenir pour que nos pompiers soient le moins utilisés possible, qu'elles le sont, qu'ils soient le plus efficaces possible.